Le 22 juin 1994, Mélanie Cabé, 19 ans, disparaît après une soirée chez des amis. Elle est retrouvée morte 2 semaines plus tard à 25 km de Montréal. Depuis plus de 25 ans, le mystère entoure son meurtre. Mélanie Cabé, la disparue de Montréal, c'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui dans Unsolved. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui risque de pas être très longue parce que il y a très peu d'informations en tout cas sur le net au sujet de cette histoire-là. Je crois pas qu'il y ait déjà une vidéo sur YouTube à ce sujet-là, en tout cas pas pour le YouTube français. Alors j'espère vraiment que je vais pouvoir vous faire découvrir l'histoire de Mélanie et surtout j'espère qu'elle vous plaira, et en tout cas si vous êtes prêts et que vous êtes bien installés, et c'est parti. Alors qui est Mélanie Cabé? Alors Mélanie, c'est une jeune fille qui a 19 ans en 94 lorsqu'elle disparaît. Elle est étudiante et elle est décrite par ses proches comme étant quelqu'un de plutôt très agréable, gentil, assez confiante et plutôt espiègle. Elle mesure 1m50 pour 45 kg, c'est donc un petit gabarit. Et ses amis disent d'elle qu'elle est plutôt simple et réservée, même si c'est quelqu'un de très avenant, très souriant, qui rit beaucoup et qui aime sortir au point de ne pas avoir peur de rentrer seule le soir quand la nuit est tombée. Et à l'exception d'une longue chevelure brune qui lui tombe sur les reins, finalement Mélanie, c'est une jeune fille qui passe relativement inaperçue. Pour information, elle est la petite fille de Marcel Cabé, qui est un comédien et un auteur qui est assez connu au Québec. Et voilà, pour un peu vous donner son état d'esprit au moment de sa disparition, elle était plutôt pleine d'insouciance. Elle se disait qu'elle avait la vie devant elle, et finalement elle avait prévu d'emménager avec son père Philippe à Pointe-aux-Trembles au mois de juillet et de voyager avec un ami en Virginie pendant l'été. Elle avait même d'ailleurs acheté des billets pour le festival de jazz de Montréal. Et qu'en est-il de la disparition de Mélanie? Alors dans la nuit du 21 au 22 juin 94, Mélanie elle passe la soirée chez des amis dans un appartement de la rue Basile-Routier à Montréal. Pendant la soirée, il joue aux cartes et il regarde un vieux film de Robert Altman. Et donc aux alentours d'1h45, Mélanie va décider de partir de la soirée avec un de ses anciens petits amis. Ils font une partie du chemin ensemble jusqu'au coin de la rue Fleury et Basile-Routier, le long de la face est du parc Ahuntsic. Je sais pas si ça se prononce tout à fait comme ça, alors pour ceux qui sont canadiens, mon Dieu, Victoria va certainement me taper sur les doigts, je suis certainement en train de dire des bêtises, peut-être qu'elle va se dire mon Dieu, c'est français. Bref, voilà, cette nuit-là, comme il fait assez froid, c'est un matin de juin mais c'est encore très frais, elle va demander à justement son ex-petite amie de lui prêter son pull, et puis elle va repartir toute seule en direction du sud-ouest, a priori pour prendre un bus et rentrer chez sa mère. Et là, au coin de Berry et Fleury, dans son vieux t-shirt Yes et son vieux pull gris, Mélanie va complètement se volatiliser. Pendant 2 semaines, Muriel Bellil, la mère de Mélanie, va multiplier les appels complètement désespérés à sa fille pour lui dire de revenir, et à ses ravisseurs éventuels pour qu'ils la libèrent, mais rien ne va fonctionner. En vain, Mélanie est toujours introuvable. Une levée de fonds est même organisée par la mère de Mélanie et ses amis pour essayer de trouver quiconque aurait des informations sur sa disparition et pouvoir fournir une récompense en échange. Il y a aussi de nombreuses affiches qui sont placardées un peu partout dans les rues de Montréal pour essayer de retrouver Mélanie. Malheureusement, rien ne va fonctionner. Le 5 juillet 94, Michel Charlier, un motocycliste qui est en train de faire une balade sur un chemin de terre près de Mascouche, à environ 25 km au nord-est de Montréal, va remarquer une odeur assez nauséabonde aux alentours de 13h. Il va repérer alors un morceau de tissu blanc qui dépasse en fait d'une pile de bardage qui traîne sur le côté, et sur le coup il va penser qu'il s'agit d'un chien ou d'un raton laveur.
et du coup il va se saisir d'un bâton, il va essayer de soulever le bardage pour voir ce qui se cache dessous, et là à sa grande stupeur en fait il va tomber sur un corps. Le corps est couché face contre terre et il est vêtu uniquement d'une paire de chaussettes blanches, et puis surtout il est entouré d'autres matériaux de construction, des briques, du bois, enfin bref, beaucoup de choses autour. Et clairement, quand il va signaler le corps à la police, il est dans un état de décomposition qui est vraiment très avancé. Du coup, pour une identification, là sur le coup, c'est complètement impossible, même si pour les policiers, très rapidement, ils vont se dire que c'est Mélanie Cabé, pour la simple et bonne raison qu'elle portait un appareil orthodontique, comme le corps qui a été retrouvé. L'autopsie, qui a été réalisée par le docteur Potel, va confirmer qu'il s'agit bien du corps de Mélanie et que cette dernière aurait été étranglée et frappée avec un objet contondant à la tête. Malheureusement, il n'a pas été possible de déterminer si elle avait été sexuellement agressée étant donné l'état de décomposition de son corps. Néanmoins, comme le corps a été retrouvé nu, on peut se dire qu'elle a potentiellement été violée, en tout cas du moins c'est ce que pensent les policiers. Et durant l'enquête, les policiers vont finalement se pencher en fait sur d'autres disparitions et sur d'autres meurtres qui sont survenus dans la région, particulièrement l'agression d'une Montréalaise le lendemain de la disparition de Mélanie, exactement au même endroit. En fait, la femme a été transportée par un homme qui se dirigeait justement vers Mascouche aux alentours de 23h30, et puis après une altercation verbale avec ce dernier, il va la laisser au bord de l'autoroute, et donc pour essayer de rentrer chez elle, elle va de nouveau faire du stop et elle va être prise par un autre homme qui va l'emmener justement dans la même zone boisée où on a retrouvé le corps de Mélanie Cabé. Là, il va l'agresser sexuellement et la victime va quand même réussir à s'enfuir malgré tout, et surtout elle va avoir vu son agresseur et elle va pouvoir en donner une description physique assez détaillée. Elle va expliquer qu'il avait entre 30 et 40 ans, qu'il mesurait environ 1m70 pour 90 kg, qu'il avait les yeux bleu-vert, les cheveux mi-longs châtain clair, une moustache et de grandes mains avec les doigts courts. Visiblement, le suspect conduisait une voiture récente de couleur Bourgogne, sauf que finalement, en fait, cette description assez détaillée va pas vraiment servir, puisque pour l'enquêteur Marc Desnoyers qui est sur l'affaire Mélanie Cabé, l'agression de cette femme n'a pas forcément rapport avec le meurtre de Mélanie, dans le sens où déjà Mélanie n'aurait absolument jamais fait du stop, c'était pas du tout son genre, donc peu de ressemblance, et puis surtout parce qu'en fait cette seconde victime elle a réussi à s'échapper, ce qui n'est pas du tout le cas de Mélanie. Une autre disparition va aussi retenir l'attention des policiers, il s'agit de celle de Mélanie Tumperton, 20 ans, disparue le 21 septembre 1988. La nuit de sa disparition, en fait, elle avait appelé chez elle pour expliquer qu'elle allait dormir chez une amie, sauf que sa mère Gwen Tumperton, ne la voyant pas revenir le lendemain, a prévenu la police de sa disparition. La famille de Mélanie Tumperton ne va apprendre que plus tard qu'en réalité cette dernière n'a jamais dormi chez son amie, mais qu'elle aurait a priori logé au Métro Hôtel rue La Janasse, un hôtel qui en fait se situait à 2 pâtés de maison de l'arrêt de bus où Mélanie Cabé a été vue pour la dernière fois. Et puis il y a aussi d'autres disparitions et meurtres qui sont subvenus avant la disparition de Mélanie Cabé qui vont être à l'étude, particulièrement celui de Marie-Ève Larivière qui a été agressée et tuée le 7 mars 92, les disparitions aussi de Marie-Claude Côté et Chantal Brochu qui se sont volatilisées à la sortie d'un bar et qui ont été visiblement agressées sexuellement puis tuées, et enfin Wilton Lubin et Sébastien Métivier qui sont 2 enfants qui ont été kidnappés en même temps, dont le corps du premier a été retrouvé 1 mois après sa disparition alors que celui du deuxième, lui, n'a jamais été retrouvé. Bref, au final, tout ce qui relie un peu ces disparitions et ces meurtres, c'est uniquement le fait qu'on n'a jamais trouvé qui aurait pu en être l'auteur. Et durant de nombreuses années, on va avoir de nombreuses marches contre la violence qui vont avoir lieu. Il y a beaucoup de choses qui vont essayer de bouger. La seule chose finalement qui ne bouge pas, c'est l'enquête de police. Et ce qui, moi, a attiré mon attention, en tout cas sur l'affaire de Mélanie Cabé, c'est la sortie en 2018 du livre de François Blé qui s'appelle Un livre sur Mélanie Cabé, et qui est un ouvrage en fait qui va dessiner un petit peu différemment le portrait de Mélanie,
pas uniquement, si vous voulez, comme victime d'un meurtre. Et puis surtout, ce livre-là, il va souligner en fait vraiment le fait que les enquêteurs ont été complètement mous, que du coup l'enquête a été bâclée totalement et que vraiment ils n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il aurait fallu. La dernière chose qui est aussi très intéressante dans ce livre, c'est le lien que l'auteur fait entre ces différentes disparitions. Et puis du coup, ça donne, si vous voulez, un peu une autre dimension. Alors c'est un hommage en effet à ces disparus-là et particulièrement à Mélanie Cabé, mais c'est aussi un véritable appel pour commencer à prendre en compte le harcèlement de rue. Et je pense sincèrement que n'importe quelle femme qui est en train de regarder cette vidéo a déjà vécu du harcèlement de rue. Bon là clairement en effet on est sur un couvre-feu, donc c'est rare de sortir seule le soir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui en ce moment sortent après 19h le soir. Néanmoins voilà, on est en 2021 et je trouve que le harcèlement de rue c'était déjà le cas dans les années 80 et c'est d'autant plus le cas dans les années 2020. Donc voilà, faut vraiment se méfier, il est temps que ça soit pris en compte. Donc si vous avez la curiosité de lire en tout cas le livre de François Blé, c'est très intéressant et c'est une vision des choses qui peut faire avancer aussi les mentalités sur le harcèlement de rue. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et surtout peut-être qu'elle vous aura fait découvrir des histoires de disparition et de meurtre à Montréal dont on n'aurait pas forcément parlé. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. J'espère que je pourrai refaire des vidéos assez vite. Pour l'instant, je suis en vacances, c'est plus facile, mais c'est pas dit que ce soit tout le temps comme ça. Donc voilà, j'espère vous retrouver très vite. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, les psychopathes, il y en a à tous les coins de rue. Ciao. I had a funny call the other day. He said,